Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresses.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. C'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve tous les vendredis pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Avez-vous déjà eu envie de changer de métier et de créer une activité professionnelle autour de votre passion? C'est ce que l'invité de cet épisode a fait, malgré les réticences de certaines personnes de son entourage. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir le parcours inspirant d'un dealer assez spécial. Il s'appelle Luc Pinto Barreto. Il est fils d'un Cap-Verdien et d'une Martiniquaise et il deal des livres. C'est pourquoi il est plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de dealer de livres. Technicien de maintenance dans l'hôtellerie, il décide de changer carrément de métier et d'ouvrir une librairie à Saint-Denis en région parisienne en France. Avec le soutien de ses amis, de sa compagne et de la mairie de Saint-Denis, il réussit son pari. Sa librairie conteneur voit le jour en septembre 2020 et elle est située à la sortie de la gare de Saint-Denis. Luc Pinto Barreto nous raconte son parcours. Bonne écoute. Bonjour Monsieur Barreto, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a voulu parler avec vous aujourd'hui de votre parcours en tant qu'entrepreneur dans le domaine du livre et en particulier parler de l'ouverture de votre librairie à Paris, qui est assez particulière parce que c'est une librairie que vous avez montée dans un conteneur. Donc, merci encore et bienvenue dans le Salon du Livre. Merci à vous, merci pour l'invitation. Alors, juste deux petites choses. Mon nom, c'est Pinto Barreto. D'accord, ok. Pardon. Et il n'y a pas de mal. Et la librairie est à Saint-Denis. D'accord. Elle n'est pas à Paris, elle est à Saint-Denis. Bon, c'est une ville limitrophe. Hein. Oui. Une ville de banlieue proche. Oui, c'est vrai que pour nous qui vivons pas en France, parfois on fait un peu le mélange entre les villes autour de Paris et Paris même, quoi. Oui, je peux comprendre. Souvent, même quand on va à l'étranger, on va pas forcément dire qu'on habite dans telle ville de banlieue, on va dire Paris, parce que c'est plus simple pour localiser. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes, vous présenter en quelques mots? Du coup, je m'appelle Luc Pinto Barreto, j'ai 34 ans. Et voilà, depuis maintenant un an, on va dire concrètement, mais sinon ça remonte à déjà depuis 2015, j'ai entamé un processus de reconversion pour devenir libraire. Auparavant, j'étais technicien de maintenance dans l'hôtellerie et j'avais une envie qui grandissait en moi de déjà changer de métier, puisque ce métier de technicien de maintenance ne me plaisait pas particulièrement. Et puis surtout une envie de mettre un pied dans le monde du livre, puisque j'avais l'habitude de fréquenter des librairies, de fréquenter des salons littéraires, des rencontres avec des auteurs. Donc j'avais envie d'avoir une activité qui pouvait me permettre de me rapprocher des bouquins. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que l'idée de devenir libraire est née. Alors au départ, je voulais pas forcément lancer ma propre librairie, c'est plutôt les différents obstacles que j'ai pu rencontrer qui m'ont poussé à faire ma propre librairie. Et voilà, donc depuis maintenant le 19 septembre 2020, j'ai ma propre librairie dans un conteneur que j'ai fait aménager, donc qui se trouve à la gare de Saint-Denis. Et d'une certaine façon, j'ai un peu mis peut-être la charrue avant les bœufs, parce que j'ai lancé ma librairie avant même d'être libraire. Donc maintenant, j'essaie de rattraper le train en marche, on va dire, en apprenant à devenir libraire.
D'accord. Mais justement, vous parliez de difficultés. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées sur ce parcours? La première déjà, c'était de changer de métier, puisque c'est pas quelque chose qui est forcément évident. C'est-à-dire que moi, j'ai été technicien de maintenance pendant quasiment 6 ans, et entre ma première expérience de technicien de maintenance qui a eu démarré en 2012-2013 et ma dernière qui s'est terminée en 2019, ma vie aussi a évolué. Je me suis installé avec ma compagne, j'ai eu un enfant. Donc au départ, quand j'étais plus jeune et que j'étais chez mes parents, quitter un emploi qui me convenait pas, c'était assez simple, on va dire. Mmh. Il n'y avait pas trop de responsabilités, mais de fil en aiguille, on grandit, on mûrit, les responsabilités s'accumulent. À partir du moment où déjà on a son propre employé, et puis à partir du moment où on est soi-même parent, on peut pas forcément quitter un emploi comme ça aussi simplement. Donc la première difficulté, c'était déjà voilà, je souhaite changer de métier, mais je peux pas quitter mon emploi comme ça sans savoir vraiment qu'est-ce que je vais faire. Et puis changer de métier pour changer de métier, ça m'intéressait pas non plus. J'avais vraiment envie d'aller vers un métier qui puisse me passionner un minimum et me permettre de m'épanouir, on va dire. Donc arrivé à un certain âge, pouvoir reprendre des études ou des formations en alternance, c'était pas possible pour moi. Parce qu'au-delà de 26 ans à l'époque, même aujourd'hui 30 ans, il était plus possible pour moi de faire des études en alternance, donc c'était pas possible de arrêter complètement une activité économique, ne plus avoir de salaire et puis reprendre des études de 1 an ou 2 ans. Quand on a un enfant, quand on a un loyer à payer, etc., c'est pas forcément évident, même si je suis avec ma compagne et qu'elle a un salaire, à assumer seul les responsabilités économiques, ça pouvait pas être simple. Donc la voie des études, c'était plus possible. Oui. Ensuite, j'ai essayé de faire des candidatures spontanées, on va dire. Donc, regarder un peu les offres d'emploi qu'il y avait dans le domaine des librairies, répondre à des offres d'emploi, me présenter dans des librairies pour faire des candidatures spontanées. Et là, la deuxième chose, c'est on remarque que le secteur du livre, des librairies, c'est pas déjà un secteur qui se porte forcément très bien. Oui. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de postes qui sont à pourvoir. Et les peu de postes qui sont disponibles, ils sont en majorité réservés à des personnes qui ont un parcours, soit qui ont fait des études dans le domaine, soit qui ont une certaine expérience dans le domaine. Donc moi, en tant que technicien de maintenance, c'était pas forcément gagné pour acquérir un poste. Du coup, là, j'ai commencé à me dire que si je voulais être libraire, vu qu'on pouvait pas ou qu'on n'allait pas me recruter, et la seule solution, c'était d'ouvrir ma propre librairie. Mmh. Et là, il y a les obstacles, on va dire, économiques qui se présentent, puisque pour ouvrir une librairie dans un local classique, louer un local avec un bail sur Paris ou ailleurs, c'est beaucoup d'investissements financiers que je n'avais pas. Du coup, là, on essaye de trouver une autre solution plutôt que d'être dans un local classique. Pourquoi ne pas être dans l'espace public, Oui. comme les food trucks, puisque à cette époque-là, enfin jusqu'à aujourd'hui, il y a la mode des food trucks. C'est quelque chose qui s'est bien installé à Paris, en région parisienne. Du coup, je me suis dit simplement, pourquoi ne pas reprendre le même modèle et au lieu de vendre de la nourriture, vendre des livres. Donc ça, c'est une solution qui pourrait peut-être me permettre comment dire, de baisser le plus possible les charges fixes, comme un loyer qu'on doit payer pour un local. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'en suis arrivé à mettre un conteneur sur le parvis de la gare Saint-Denis. D'accord. Et donc voilà, c'est ça les difficultés, on peut dire, entre guillemets, auxquelles j'ai dû faire face. Mais finalement, c'était pas la chose la plus compliquée vraiment dans mon parcours, c'était de prendre la décision de démissionner de mon poste de travail Oui. et de me lancer, puisque après ça, les choses se sont assez facilement enchaînées d'une certaine façon. Bon, j'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui m'ont toujours facilité le passage de mes différences. C'était de me convaincre que voilà, le métier que je faisais avant, c'est vraiment un métier qui ne me plaisait pas du tout, dans lequel j'avais pas envie de rester d'une certaine façon enfermé, on va dire, Oui. sachant que je venais d'être père, que on commence à avoir un premier enfant, puis peut-être un deuxième, donc c'est beaucoup plus difficile après de quitter un emploi avec un salaire assuré, Tout à fait. quand on a un certain nombre d'enfants ou quand on a certaines charges financières à assumer.
Oui. Donc c'était ça vraiment le plus enfin, si je regarde là comme ça mon parcours depuis que j'ai démissionné de mon ancien poste, le plus difficile c'était ça, Mhm. puisqu'il y a aussi d'une certaine façon un peu il y a un discours ambiant qui fait que quand on a un emploi en CDI, on est un peu privilégié, on nous fait Tout à toujours fait. penser, on nous rappelle toujours qu'il y a des personnes qui cherchent du travail, qui aimeraient bien être à notre place, etc. Mhm. Donc c'est pas forcément encourageant de se dire, limite j'avais même un peu honte entre guillemets de démissionner parce que j'avais toujours ce discours dans la société qui dit voilà, les gens ils essaient de profiter du chômage ou ils cherchent pas de travail ou etc etc. Oui. Donc finalement ceux qui ont un travail, quand bien même ce travail ne leur plaît pas et qu'il n'est pas forcément bien rémunéré etc. Et s'y Et bah accroche. Mm. il y a un peu cette idée de contente-toi de ça et sois content déjà parce qu'il y a toujours des gens qui aimeraient avoir ce travail-là à ta place. Tout à fait. Donc, mais une fois que vraiment j'ai pris la décision de démissionner, toujours en accord avec ma compagne, parce que ce projet, même si c'est moi qui ai mis en avant et c'est mon nom qu'on voit partout, je suis pas tout seul à le porter. Voilà, déjà il y a ma compagne avec qui je vis, Oui. qui fait partie intégrante du projet. J'ai un ami aussi qui m'accompagne depuis longtemps dessus. D'accord. Donc, c'était important d'avoir ces personnes-là autour de moi pour m'encourager à passer le pas, on va dire, le cap. Mhm. Et puis après, oui, les choses se sont très vite enchaînées en fait, puisque j'ai Oui. rencontré des personnes qui m'ont guidé vers d'autres bonnes personnes, qui m'ont facilité aux autorisations, notamment pour mettre mon projet en place, qui m'ont encouragé à mettre ce projet en place en me disant que c'était une bonne idée, que ça pouvait fonctionner, même si ça allait être très compliqué, Oui. et qu'il fallait essayer quoi. Donc voilà, maintenant on est après quasiment un an, plus d'un an même maintenant. Le projet se concrétise de plus en plus. Il est toujours très fragile économiquement. Il faut que voilà solidifier les bases, mais bon, je regrette pas d'avoir passé le pas en tout cas. D'accord. Alors, justement, par rapport au soutien que tu as eu, est-ce qu'il a fait, pardon, je te tutoie déjà, Il y a pas de problème. je suis tellement à l'aise. Il y a, y Donc, a pas de problème. OK. Par rapport au soutien que tu as eu, est-ce que, en plus de ces soutiens, tu as dû faire des formations pour comprendre un peu mieux le métier de libraire? Parce que tu sortais d'un autre domaine, heu, Mhm. donc ça demande quand même, une certaine connaissance du secteur avant de se Mhm. lancer parce que sinon il y a de gros risques, hein, quand même au bout du projet. Est-ce que tu as suivi des formations d'entrepreneuriat ou même, de gestion en librairie? Mhm. Bah pas du tout. En fait au départ en 2016 j'avais déjà un premier projet Mmh. où j'avais déjà quitté un poste de technicien. Moi dans ma carrière de technicien entre guillemets j'ai fait 4 hôtels. Donc à Oui. chaque fois, les hôtels, c'est moi qui quittais en fait. Voilà, je faisais mon travail correctement, mes responsables, mes collègues étaient satisfaits de mon travail, mais c'est toujours moi qui finissais par partir parce que comme ça ne m'intéressait pas, quand j'arrivais à un certain niveau de frustration et de déprime entre guillemets, et ben je préférais quitter plutôt que de rester dans un environnement qui me minait le moral, on va dire. Mmh. Et il y a une époque où j'ai quitté un hôtel et j'ai profité de cette période de chômage. En plus, comme à chaque fois je démissionnais, j'avais pas droit aux aides sociales qui fait qu'on peut toucher le chômage. Donc moi, j'étais au chômage, mais sans indemnisation. Donc Oui. j'avais toujours une période où je pouvais pas rester trop longtemps sans activité puisque les économies qu'on peut mettre de côté finissent par diminuer au fil du temps. Mmh. Du coup, je quitte un hôtel et là, je rentre en formation. Il y a un organisme qui s'appelle l'ADI, ADIE, qui accompagne, dont le but est d'accompagner des jeunes entrepreneurs qui veulent lancer un projet, que ce soit juste une idée ou des projets déjà bien avancés. Donc je me dis, je vais essayer de faire cette formation. C'était une formation de 2 mois. Moi, à l'époque, j'avais dans l'idée de créer une maison d'édition de livres audio. Voilà, une maison D'accord. d'édition de livres audio, parce que je suis toujours dans l'idée de diffuser au maximum et un public le plus large possible, notamment un public habitué aux librairies, aux livres, etc. Donc j'avais un peu cette idée de me dire, voilà, aujourd'hui on a tous plus ou moins un smartphone dans la poche, donc avoir des livres audio qu'on pourrait écouter sur son smartphone, ça pourrait permettre, en théorie en tout cas, de vulgariser, de diffuser plus certains ouvrages. Oui. Donc j'avais ce projet-là en début 2016. Malheureusement, c'est un projet qui est mort-né
Mais j'ai quand même suivi la formation, donc on nous a appris à voilà les différentes formes de société, comment on fait un business plan, comment on fait une étude de marché, etc. Mhm. Mais une fois la formation terminée, j'ai pas prolongé plus que ça mon projet, puisque j'arrivais à la fin de mes économies, donc j'avais la nécessité de retrouver un travail, donc j'ai retrouvé un travail dans l'hôtellerie. Et travailler dans l'hôtellerie et en même temps mener un projet, c'était trop compliqué pour moi. Oui, Voilà, quand on mène un projet, il faut vraiment pouvoir se mettre dedans, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, à 100%. oui, Si j'ai 39 heures par semaine, je suis dans un métier salarié, le temps qui me reste après pour travailler sur mon projet, c'était pas possible, plus la vie de famille, etc. tout à fait, oui. Du coup, bah, ce projet est mort-né, mais voilà, j'ai quand même appris certaines choses que j'ai pu garder pour donc le deuxième projet que j'ai eu de mettre une librairie sur le parvis de la gare. Mhm. Et pour ce projet-là, très concrètement, j'ai eu une formation. Donc, en février 2019, je quitte mon emploi de technicien, le dernier hôtel dans lequel j'ai travaillé. Et en avril 2019, je rentre en formation grâce au Pôle Emploi, qui un jour m'envoie un mail. Enfin voilà, c'est un mail qu'ils envoient à tous les personnes qui sont inscrites au chômage, en m'informant qu'il y a de avril à juin, il y a une formation pour être vendeur, une formation de vendeur qui est rémunérée et dans laquelle il est possible de faire un stage. Donc moi au départ, j'étais pas spécialement intéressé par l'idée d'être vendeur, mais la librairie ça reste quand même un commerce, même si c'est un commerce culturel un peu particulier. Tout à Donc il y fait. a quand même il y a des notions de vente qu'il faut avoir et si on vend pas, bah ça ne fonctionne pas en fait. Donc Mhm. il faut vendre comme dans tous les commerces. Pour que ça fonctionne, il faut pouvoir vendre. Donc moi je me suis dit bah pourquoi pas faire cette formation finalement. Déjà parce qu'elle est rémunérée, ça va me permettre de gagner un petit peu d'argent vu que j'avais pas le droit au chômage comme j'avais démissionné. Et puis ensuite parce que il y a possibilité de faire un stage de 3 semaines. Et moi, pour que cette formation me soit bénéfique, je vais essayer de faire ce stage dans une librairie. Comme ça, pendant 3 semaines, au moins, je mettrai les pieds dans une librairie, je verrai concrètement ce que c'est le métier de libraire, parce que jusqu'à Oui. maintenant, j'avais une vue simplement extérieure, on va dire. Mhm. Donc on peut fantasmer certaines choses, mais quand on est concrètement dans le métier, on peut se rendre compte des choses qu'on voyait pas comme ça. Tout à fait. Du coup, c'est là que j'ai pu faire mon stage à la librairie Folie d'encre de Saint-Denis, donc la seule librairie à Saint-Denis qu'il y avait jusqu'à ce que moi j'en ouvre une deuxième. Mhm. Et c'est là que concrètement j'ai eu une formation, on va dire un peu en accéléré quoi. Pendant 3 semaines, j'étais dans une librairie, je voyais comment ça se passe, comment ça se passait. Voilà, la responsable de la librairie et les collègues que j'avais m'ont très bien accueilli, voilà, on essayé de m'expliquer le plus de choses possible en 3 semaines. Oui. Et puis j'étais concrètement dans une librairie, donc je me suis mis en action pour voilà essayer d'en apprendre le plus possible, Mhm. de gagner d'une certaine façon aussi en légitimité, on va dire, parce que Oui. ça peut être un peu effrayant de se dire bah voilà, maintenant je suis dans un commerce, il y a des clients, comment accueillir les clients, comment les renseigner, comment les conseiller. Puis on se rend compte de tout ce qu'on ignore aussi, puisque finalement moi j'avais mes quelques lectures comme ça, mais quand on est dans une librairie, il y a tellement de livres, il y a tellement de secteurs, que ce soit la littérature française, étrangère, africaine, russe, les bandes dessinées. Enfin, il y a tellement d'auteurs, d'autrices et de styles différents qu'on Oui. est un peu perdu comme ça. Et bah, petit à petit, voilà, j'ai pris confiance et puis je me suis rendu compte que ça me plaisait. Et donc c'est à partir de là que les choses se sont vraiment accélérées parce que ces Mhm. 3 semaines-là m'ont permis d'avoir ma première expérience de libraire, m'ont permis aussi de me rapprocher des personnes à la mairie pour parler de mon projet et d'obtenir les autorisations pour installer dans un premier temps ma table à la gare pour pouvoir vendre mes bouquins. Mais ce que j'ai fait de juillet 2019 à novembre 2019. Mhm. Et là aussi, bah, c'était une autre expérience qui, pendant 5 mois comme ça, être tout seul sur un parvis de gare avec des livres, pouvoir C'est les très défendre, pouvoir courageux. expliquer Mm. merci, bah, aux différents passants pourquoi je fais ça, pourquoi tel livre. Et voilà, mais j'étais totalement à l'aise, on va dire. Oui. Donc ça m'a donné confiance aussi dans mon projet. Et puis c'est là que l'idée du conteneur est venue, puisque finalement avoir juste une table c'était assez frustrant parce que on peut pas proposer beaucoup, enfin un choix très large. C'est quand même restreint d'avoir juste une table. Donc je me suis dit il faudrait que je puisse être là toute l'année dans une structure qui puisse me permettre de protéger les bouquins, de me Oui. faciliter aussi les questions de stockage.
de pas toujours avoir à démonter et remonter mon stand. Et voilà, donc c'est comme ça de fil en aiguille que l'idée du conteneur est venue. Mais d'une certaine façon, je me forme en faisant, en fait. Oui. Voilà, c'est tout ce qui est la gestion du stock, à gérer les commandes, dans quelle quantité on commande, auprès de quel distributeur, observer un peu qu'est-ce qui peut plaire ou pas, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce qu'il faut que je découvre. Oui. Et aussi échanger avec les différents passants, les différents clients qui vont nous parler de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils lisent, qui vont nous recommander aussi des choses, voilà. Et puis faire un peu la veille autour de tout ce qui est nouveauté, ce qui sort. Oui. Et puis ce qui existe déjà, il y a tellement de choses qui existent, même sans même compter les nouveautés, tout ce qui existe déjà et que je connais pas forcément. Oui. Mais c'est très, moi ça me motive. Après, voilà, il faut que aussi je me laisse le temps et que entre guillemets aussi on me laisse le temps voilà, le libraire que je suis aujourd'hui. Ce sera pas le libraire que je serai dans 6 mois, que je serai dans 1 an, que je serai dans 5 ans. Tout à Donc, fait. il faut pas que... Aujourd'hui, je suis pas le libraire que je serai dans 5 ans, quoi. Ça, c'est sûr, oui. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu les titres phares que tu as dans ton catalogue? Qu'est-ce que les gens demandent quand ils viennent dans ta librairie? Bah, il y a beaucoup de... En fait, comme moi, j'ai essayé de faire un maximum, comment dire, une sélection personnelle d'une certaine façon. Pas forcément mettre des livres pour mettre des livres. Je suis parti du principe qu'il fallait que j'arrive à convaincre peut-être les passants que ce que j'avais mis sur mes étagères était intéressant aussi pour eux, même s'il faut garder une oreille ouverte pour ce que eux veulent peut-être trouver. Pardon, mais un livre qui, par exemple, fonctionne très bien, une autrice qui fonctionne très bien, c'est Marie Scondé, que j'aime beaucoup et que j'ai découvert il y a pas très longtemps, hein, finalement, mais que voilà, j'arrive bien à parler et à susciter l'intérêt. Voilà, que ce soit Marie Scondé. Il y a beaucoup de livres aussi qui intéressent sur tout ce qui peut concerner les problématiques autour des communautés noires, que ce soit en France ou aux États-Unis ou en Afrique même ou dans les Caraïbes, vu que c'est aussi des sujets qui peuvent faire écho à l'actualité, par exemple, avec tout ce qui peut se passer, notamment avec le mouvement Black Lives Matter, ou même en France avec tous les mouvements qu'il y a pu y avoir pour notamment concernant l'affaire Adama Traoré. Oui. Et après, il y a aussi tout ce qui est livre secteur jeunesse, puisque mine de rien, voilà, il y a beaucoup de parents de ma génération qui voilà veulent des livres pour leurs enfants, peut-être les initier un peu à la lecture. Donc que ce soit même pour les tout petits ou pour des adolescents. Donc après, ça c'est un secteur que je maîtrise un peu moins. Mais voilà, j'ai fait une sélection qui soit assez éclectique pour que ça puisse parler à un plus grand nombre, mais en partant de ce que moi m'intéressait. Et comme moi je suis assez curieux, qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent, ça peut aller voilà, des auteurs, autrices afro à des sujets plus peut-être comment dire, ciblés sur l'environnement, l'écologie, l'éducation, le travail. Voilà, le travail, comment est-ce qu'on peut voir le travail d'une certaine façon par les travailleurs dits un peu invisibles, qui là ont été très visibles pendant la période du confinement, où en tout cas en France on a beaucoup parlé des métiers dits essentiels, parce que beaucoup de gens ne pouvaient pas télétravailler, et c'est des métiers qui, pour beaucoup de gens, se sont rendus compte, mais il y a beaucoup de gens aussi qui le savaient déjà, qui font tourner la société et qui sont pas forcément valorisés, qui sont pas forcément mis dans la lumière comme ça. Donc voilà, ça peut être très large. Comment est-ce que la pandémie Covid-19 a impacté la gestion de la librairie? Ça a retardé mon installation. Moi, à la base, je voulais m'installer au mois de mai 2020. Malheureusement, avec le confinement et sur le parvis de la gare, en fait, il y a toute une série de travaux qui sont effectués sur le parvis de la gare et au niveau de la gare de Saint-Denis aussi, puisque c'est une des plus grandes gares d'Île-de-France en termes de fréquentation. Et que pour être aux normes et puis pour aussi accueillir les Jeux Olympiques qui auront lieu en 2024, il y a toute une série de travaux qui sont vraiment des gros travaux pour agrandir la gare, agrandir les espaces de circulation, etc. Du coup, ces travaux-là ont pris du retard à cause du confinement et ça a décalé mon installation qui pu se faire qu'en septembre. Et là où ça m'impacte, c'est que moi, j'avais aussi dans l'idée d'utiliser cette librairie pour que ce soit aussi un lieu de rencontre et d'animation culturelle. Donc profiter de l'espace qu'il y a sur le parvis de la gare pour ne pas être simplement un point de vente où voilà, il y aurait des livres à vendre, mais aussi mettre en place des animations culturelles sur l'espace qui est très 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 grand au niveau
du parvis pour mettre en place des rencontres autour d'auteurs ou d'autrices, ou tout simplement des animations, par exemple, pour les enfants ou même les adultes, en faisant venir des conteurs, voilà, ou même des événements, des rencontres purement, entre guillemets, festives, pour voilà, avoir un ancrage dans le quartier, puisque c'est un quartier où je vis aussi maintenant, donc depuis 2 ans. Donc ça fait 2 ans que j'habite à 2 minutes de là où je travaille. Et voilà, c'était une façon aussi d'être un acteur un acteur du quartier, puisque c'est un quartier qui peut être, voilà, qui peut connaître aussi certaines difficultés. Le quartier et la ville de Saint-Denis, de manière générale, puisque c'est un quartier une ville qui fait partie de la Seine-Saint-Denis, qui est le département hexagonal le plus pauvre de France, ou enfin qui cumule vraiment beaucoup de difficultés, le plus dense de France aussi voilà, il y a plus de 1,5 million d'habitants dans ce département. C'est le département aussi le plus jeune de France, en tout cas de France hexagonale. Donc il y a beaucoup de choses qui se cumulent et qui font que les personnes qui vivent dans ces villes-là peuvent avoir différentes difficultés. Oui. Et ça s'est beaucoup aussi ressenti pendant la crise du Covid et le confinement, puisque il y a beaucoup de problèmes de logement. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que vivre dans le 93 à Saint-Denis ou dans d'autres villes du 93, c'est pas forcément évident. Et du coup, c'était pour ne pas être que dans un constat et une plainte de tout ce qui va mal, c'était aussi l'idée de voilà, participer à la vie du quartier en essayant de faire, voilà, avec les moyens qu'on a, faire en sorte que ça puisse quand même améliorer à une petite échelle, au moins le quotidien, on va dire. Oui. Et donc, le fait de m'installer en septembre, ça a malheureusement un peu cassé la dynamique de mise en place d'animation, puisque on arrive on est en automne maintenant, et bon, bientôt en hiver. Du coup, la météo est moins favorable pour faire des animations à l'extérieur. Mais bon, c'est pas grave, on va laisser passer cette période-là. Et puis maintenant, il y a le Covid aussi qui fait que ça complique aussi beaucoup de choses pour les rencontres, pour les animations, mais en espérant que la crise sanitaire s'améliore et que au printemps, été prochain, j'espère pouvoir mettre en place toutes ces animations dont j'avais pensé pour l'été dernier. Et est-ce que tu as choisi Saint-Denis en particulier pour toutes ces raisons-là? Moi, j'ai choisi Saint-Denis en fait parce que déjà j'y vis depuis 2 ans, 2018. Mais sinon, depuis 2008, je suis membre d'une association capverdienne qui est basée à Saint-Denis. Donc, c'est une ville dans laquelle j'avais l'habitude d'aller, voilà, où je faisais mes activités associatives. Et j'y ai même de la famille, des amis. Donc, j'avais l'habitude d'aller dans cette ville, mais c'est pas pareil d'aller dans une ville et d'y vivre. Tout à fait. Et c'est un lieu que j'avais déjà repéré il y a maintenant plus de 10 ans, le parvis de la Gare, où je me suis installé. Et c'était un lieu où déjà, à l'époque, j'avais envie de faire quelque chose sur ce parvis de culturel, sans imaginer que j'aurais peut-être une librairie, mais c'était plus un coup de cœur que j'ai eu. Et après, toutes les données qui ont fait que j'ai apprises à plus tard, qu'il y avait qu'une seule librairie dans la ville, que la Seine-Saint-Denis avait tant de difficultés, ça c'est des choses que j'ai su beaucoup plus tard. Donc ça m'a renforcé un peu peut-être dans mon idée de faire quelque chose de culturel à cet endroit-là, plutôt que de faire ça à Paris, par exemple, où je vivais à l'époque. Où à Paris, d'une certaine façon, tout est déjà là, on va dire. Alors c'est très bien que Paris ait une vie culturelle riche et il faut que ça continue. Mais j'avais aussi dans l'idée de décentrer un peu les choses, de pas toujours tout faire à Paris, et peut-être aussi de décaler un peu les regards sur ce qu'il y a autour de Paris, ailleurs, et sans non plus me mettre dans un endroit où il n'y a pas du tout de vie ou pas du tout de passage, parce qu'après il faut trouver l'équilibre entre mais peut-être mes convictions personnelles et les questions économiques, commerciales pures. Donc, quel que soit le commerce qu'on veut mettre en place, il vaut mieux être à un endroit où il y a du passage et où théoriquement on peut capter les personnes qu'à un endroit où il y a personne qui passe, parce que ça sera beaucoup plus compliqué, commercialement parlant, de tenir la route, quoi. Oui. Et s'il y avait un conseil que tu voulais donner à quelqu'un qui a une passion ou qui est intéressé par un domaine en particulier et qui voudrait démarrer une activité professionnelle dans ce domaine-là, quel serait ce conseil-là par rapport à l'expérience que tu as eue avec ce projet de librairie? Le conseil que je pourrais peut-être me permettre de donner, c'est de déjà vraiment bien se renseigner sur le domaine dans lequel on veut se lancer. Oui. Parce que moi, si je regarde un peu, si je fais un peu le bilan de ce que j'ai fait là jusqu'à maintenant,
les personnes à qui je pouvais parler, que ce soit des ex-collègues de travail ou des gens de mon entourage, de mon envie de devenir libraire, il y a très peu de gens comment dire ça, qui m'ont encouragé dans le sens, mais c'était plus par crainte, on va dire, voilà, Oui. ne quitte pas ton métier maintenant, parce que c'est un métier, voilà, qui est quand même stable et tout. Te lancer dans le métier de libraire, c'est un peu une folie parce que, voilà, dans l'imaginaire collectif, les librairies, ça fonctionne plus personne ne lit, il y a Amazon, il y a ceci, il y a cela, et en fait, les gens ne font que répéter les idées qui sont un peu majoritaires de la société, mais sans vraiment connaître le secteur. Oui. Donc, effectivement, il faut tenir compte on peut tenir compte des avis comme ça, des personnes qui vont peut-être un peu nous freiner dans notre projet. Oui. Mais moi, comme voilà, en France, la chance qu'on peut avoir, c'est que vu que c'est un pays qui aime beaucoup la littérature, etc., chaque année, il y a des études sur les habitudes de lecture des Français, pardon, sur qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas, machin. Donc, il y a des chiffres qui sont sur lesquels on peut s'appuyer. Oui. Et tous ces chiffres montrent que même si dans l'idée générale, tout le monde pense que les gens lisent moins, mais c'est pas forcément vrai. Les gens, en fait, ils ont une lecture le niveau de vente de livres, de lecture, etc., est plus ou moins stable depuis plusieurs années. L'arrivée de Amazon ou l'arrivée des liseuses ou ce genre de choses, ça n'a pas affecté spécialement le marché du livre. Oui. Donc, tous les gens qui peuvent penser qu'on lit moins, en fait, on lit pas forcément moins. On peut lire différemment sur différents supports, mais on lit pas forcément moins. Après, je dirais pas non plus qu'on lit plus, mais on lit pas forcément moins. Et après, j'avais aussi dans l'idée bah voilà, il y a des librairies qui existent. Et c'est aussi comment est-ce qu'on s'adapte peut-être à l'époque où le libraire qui reste dans sa librairie et qui fait pas un maximum de choses pour aller vers le public, c'est sûr que ça va difficilement marcher. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a les blogs, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a tout ça. Donc tout ça, ce sont des outils qu'il faut réussir à utiliser pour aller le plus possible vers les libraires et bah, notamment l'aspect food truck. C'était moi j'avais beaucoup l'idée de voilà, si les gens vont pas à la librairie, qu'est-ce que moi je peux faire pour aller vers les gens? Parce que moi je suis convaincu que une personne qui peut dire je n'aime pas lire ou je lis pas ou j'ai pas le temps de lire, etc., elle est quand même intéressée par certains sujets. Voilà, comme tout le monde, on a tous, il y a des choses, on a tous des choses qui nous intéressent, qui nous passionnent, et ça peut c'est des choses qu'on peut retrouver dans un livre. Après, c'est au libraire de faire le travail de voilà, questionner un peu les passants qui peuvent venir le voir, qu'est-ce qu'ils aiment et comment est-ce qu'il peut trouver la liaison avec tel livre ça pourrait sûrement vous plaire parce que ça parle de ça et vous m'avez dit que vous aimiez ça, donc il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas ce livre. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on a l'information, parce qu'il y a tellement de livres qui existent et peut-être que la plupart des livres qui sont mis en avant, voilà, ce sont peut-être un peu toujours les mêmes, on va dire. Donc quelqu'un qui rentre jamais en librairie ou qui va jamais en bibliothèque, bon, s'il s'intéresse pas à ça, s'il n'y a pas quelqu'un pour le conseiller, bah, il passe à côté peut-être de dizaines ou de centaines de livres qui, au fond, pourraient l'intéresser. Après, il y a la question du coût du livre ou la question d'avoir le temps de lire, ça c'est autre chose. Effectivement, on est tous dans une société où on court après le temps. Voilà, il y a le travail, il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela, donc il faut quand même se dégager du temps, mais c'est justement aussi bien, je pense, que le livre soit quelque chose qui reste, puisque ça permet justement de couper avec la fréquence de vie qu'on a où tout le monde court. Quand on lit un livre, on doit quand même prendre le temps un minimum de se poser dans un endroit plus ou moins calme. Et voilà, ça peut être aussi un moment où on se retrouve avec soi-même. Tout à fait. Donc, si je devais donner un conseil, ce serait vraiment de bien se renseigner sur le secteur, parce que moi, je suis pas trop adepte des phrases où il faut croire en son rêve, etc. Ça, pour moi, c'est normal. Oui. Si on n'y croit pas, c'est sûr que rien ne va se passer. Maintenant, croire en son rêve, ça suffit pas. Il faut bien se renseigner sur voilà, les données concrètes qui permettent de se dire, bon, moi, très simplement, j'ai regardé, je me suis dit, libraire, la plus grosse difficulté des libraires aujourd'hui, c'est en gros les charges économiques, dont le loyer. Voilà, c'est ça qui fait que pour beaucoup de libraires, c'est difficile parce qu'ils ont un loyer important à payer et que les ventes ne suivent pas derrière, ne sont pas suffisamment élevées pour pouvoir payer ce loyer. Moi, très simplement, je me suis dit, si le problème c'est le loyer, il faut que je fasse en sorte de ne pas avoir de loyer. Et pour pas avoir de loyer, il ne faut pas avoir de local. Donc, c'est cette réflexion que j'ai menée. Maintenant, est-ce que ça suffira? Pardon.
est-ce que ça suffira d'être dans l'espace public et de pas avoir de loyer pour que mon projet marche? Ça, je sais pas. Mais ça vaut le coup de tenter quand même. Oui. Mais voilà, mais si c'était pour reproduire une librairie classique dans un local avec un loyer à 1000 ou 2000 ou 3000 euros par mois, ben, je me serais pas lancé dedans. Parce que même si je crois en mon rêve, etc., il y a des données qui font que concrètement, c'est pas possible. Parce que mon but, c'est pas de perdre de l'argent non plus. Tout à fait. Voilà, je me doute que je vais pas en gagner non plus, voilà, des masses. Moi, mon objectif, c'est quand même d'en vivre. Donc, si je peux me dégager un salaire minimum, ce sera très bien. Peut-être que je compléterai avec un autre emploi à côté. Voilà. Mais voilà, si j'avais un conseil à donner, c'est qu'effectivement, il faut soi-même déjà bien se renseigner sur le secteur dans lequel on veut aller et pas écouter les gens qui autour de soi, même si ce sont des amis, la famille, qui connaissent pas ce secteur et en fait ne font que répéter ce que voilà on entend partout sans s'intéresser vraiment à la chose. Moi, j'ai regardé des chiffres, j'ai vu, voilà, je me suis renseigné comment fonctionne une librairie, où en est le marché du livre, ceci, cela depuis tant d'années. Et ça, ce sont des choses que les personnes qui pouvaient me dire ouais ça va pas marcher ne regardaient pas, donc n'avaient pas conscience de ça. Très bien. Voilà, donc c'est... Très bien. On est arrivé au terme de notre échange. Très bien. Où est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse exacte de la librairie pour ceux qui auront envie de la visiter? Pour me contacter, c'est assez simple. J'ai un site internet là depuis peu. Alors c'est une page qui est en construction, ça va être développé dans les semaines à venir. Donc c'est dealerdelivre.com. Donc livre avec un S au pluriel, dealerdelivre.com. Sinon par les réseaux sociaux. Donc en arrivant sur ma page internet, il y a une adresse mail sur laquelle on peut me contacter. D'accord. Donc dealerdelivre@gmail.com. Mais sinon via les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Bon, même si Twitter je suis pas beaucoup dessus. Mais pareil, toujours au nom Dealer de Livre. Dealer de Livre, vous allez tomber sur moi assez simplement. Maintenant, là, actuellement, je suis très, très, très débordé parce que j'ai beaucoup de sollicitations, donc je réponds pas forcément dans la journée ou même voire dans les 2-3 jours qui suivent. Oui. Mais voilà, je suis assez joignable. Et l'adresse de la librairie, donc elle se trouve à Saint-Denis, sur le parvis de la gare de Saint-Denis. L'adresse exacte, c'est la place des victimes du 17 octobre 1961. À Saint-Denis, voilà, c'est ça. Le nom de la place, c'est Place des Victimes du 17 octobre 1961, qui fait référence à la nuit du 17 octobre 1961 où des Algériens qui manifestaient pour leur droit à l'indépendance de l'Algérie ont été réprimés par la police française de Maurice Papon, je crois à l'époque, si je dis pas de bêtises. Et dont beaucoup ont été jetés notamment dans la Seine et il y a même des corps qui ont été retrouvés notamment sur le canal qui passe à Saint-Denis, donc c'est pour ça qu'ils ont appelé cette place comme ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à vous, merci. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Si vous avez une nouveauté dans votre projet, c'est avec plaisir que je vais vous recevoir et que je changerai avec vous. Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de ventes. Merci à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.